Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 6 de la Vuelta 2017. Donc, c'est une étape qui allait de Villarreal jusqu'à Sagoun, qui faisait 204,4 km, qui comptait 4 troisième catégories, un deuxième catégorie et un sprint intermédiaire situé à moins de 10 km de l'arrivée. Donc, cette étape partait environ un petit peu à l'ouest de la mer Méditerranée et arrivait vraiment au bord de la mer Méditerranée à quelques mètres, enfin quelques kilomètres, voire quelques mètres. Donc situé à 36 km de l'arrivée, le sommet de la dernière difficulté devrait être un juge de paix pour les échappés. On ne pense pas qu'il y aura la bagarre entre les favoris. La grosse bagarre, en tout cas, peut-être que certains favoris vraiment très mal perdront du temps, mais en tout cas, les meilleurs resteront ensemble. Donc, ça faisait 52 ans que la Vuelta était pas arrivée à Sagunt. La dernière fois, c'était la victoire de Jean-Claude Willemin, je ne sais pas trop, excusez-moi pour la prononciation. Cette ville comporte l'un des plus importants centres historiques de la péninsule ibérique. C'est vous dire quand même la, la qualité de cette ville et la beauté de cette ville. Donc si vous pouvez passer par Sagunt, je vous conseille d'aller visiter cette ville. Cette ville est située dans la province de Valence. Donc de 5 km jusqu'à 3 km de l'arrivée, il y a un petit faux plat descendant. Ça pourra avoir son incidence en cas de sprint un petit peu, enfin pas massif, mais sprint entre 60 et 70 coureurs, ça pourrait peut-être avoir son importance. Cette étape arrive juste à côté de la mer, mais la météo a été clémente avec les coureurs. Donc on passe à présent aux favoris de l'étape. Donc au départ de l'étape, j'avais identifié des favoris, car là je vous ai mis selon moi les favoris au départ de l'étape, mais selon moi ces favoris sont des sprinteurs, mais qui peuvent très bien passer les bosses. Donc Matteo Trentin, l'italien de la Quick Step Tour, ensuite Juan José Lobato, celui qui avait lancé son sprint assez tôt lors de l'étape qui arrivait au sprint où il avait été battu par Matteo Trentin, c'est dommage pour lui, peut-être une étape pour se venger sur l'italien. Ensuite Luis Leon Sanchez qui pourrait partir en finisseur, et s'il y a des coureurs qui l'accompagnent, il pourrait les régler au sprint car il a quand même une sacrée pointe de vitesse pour un rouleur. L'espagnol, la Astana bien sûr. Giovanni Visconti, après le lieutenant de Vincenzo Nibali, est-ce qu'il aura sa carte personnelle? S'il l'a, il a une très belle pointe de vitesse à faire valoir, l'italien de la Bahreïn Merida. Ensuite, nous avons José Joaquim Rojas, qui est capable de tenir les coureurs assez forts quand même en haute montagne quand il reste 20-30 coureurs dans le groupe. Il est encore là pour aider ses leaders, Alejandro Valverde et Nairo Quintana, même si l'Espagnol et le Colombien ne sont pas présents sur cette course. L'Espagnol à la Movistar a ses chances. Ensuite, selon moi, il y a Søren Kragh Andersen, le jeune Danois de l'équipe Sunweb, qui passe très bien les bosses, qui a une belle pointe de vitesse et qui, au cas où Sanchez tenterait une attaque ou un autre, il pourrait les suivre et les régler au sprint. Donc, selon moi, voici les 6 favoris pour l'étape du jour. Donc ensuite, on passe aux différents faits de course qui se sont passés sur cette 6e étape. Donc il y a un groupe qui s'est constitué à l'avant, composé de Mas, l'Espagnol de la Quick Step, Trentin, l'Italien de la Quick Step également, Caruso de la BMC, Pedrero, l'Espagnol de la Movistar, Rojas également qui était dans l'échappée, et très très bonne idée de l'Espagnol, de l'équipe Movistar, Soler encore un Espagnol de l'équipe Movistar, Kamna, un très bon rouleur, un très jeune rouleur allemand de la formation Team Sunweb, Pavel Polwanski, un coureur assez expérimenté qui est capable de se sécher vraiment à outrance, très bon grimpeur, le polonais de l'équipe Bora Hansgrohe, Clément Chevrier, Axel Dehon, les deux Français de l'équipe AG2R La Mondiale, Tom Scully et Thomas Scullins, le Néo-Zélandais et le Letton de l'équipe Cannondale Drapac, ils accompagnaient le maillot à poids de cette édition de la Volta 2017, leur coéquipier, l'Italien Davide Villela. Ensuite, il y avait Maxime Belkov et Marco Haller, les deux rouleurs sprinters de l'équipe Katusha Alpecin, puis George Bennett, très bon grimpeur à l'habituel, mais depuis sa blessure au Tour de France, il a du mal à revenir dans une très bonne forme. Ensuite, il y avait également Sergei
Czernecki de la formation Astana Pro Team, Tomasz Marcinski, le Polonais de l'équipe Lotto Soudal, Giovanni Visconti, très très bonne idée également de sa part, comme Roras de s'être glissé dans l'échappée, et Trentin, Lachlan Morton, le grimpeur australien de la formation Dimension d'attaque, Guillaume Bonafont et Daniel Navarro, respectivement le français et l'espagnol, la team Cofidis. C'est pas mal pour la team Cofidis d'avoir placé 2 coureurs à l'avant. Ensuite, il y avait David Arroyo, bien sûr, le coureur expérimenté qui avait porté pendant 10 jours le maillot de leader sur le Giro en 2010. Par contre, David Eville est là, je l'avais déjà noté, excusez-moi. Un groupe qui était en contre parviendra à rentrer avec Pantano, Jungels, Benedetti, Geniez, Olivier, Atapuma, Polanc, Hansen, Montfort, Courteil et Warbas. C'est quand même dire la qualité des gens qui reviennent à l'avant, c'est énorme. Ensuite, nous avons au premier classement de la montagne, Villela qui passe en tête devant Clément Chevrier et Axel Demont, les 2 Français de l'équipage des Arts mondiales qui passent en 2e, 3e position. Je ne sais pas s'ils ont fait le sprint, car j'ai juste vu les résultats, mais le direct n'était pas encore présent. Donc ensuite, il y avait Lutsenko qui a ramené Sanchez à l'avant au prix d'un gros effort, et du coup, il s'est écarté pour revenir dans le peloton, mais il a permis à son leader de pouvoir peut-être potentiellement revêtir le maillot jaune le maillot de leader rouge de Christopher Froome sur cette Vuelta. Je vais pas être un bon coup, mais la Sky ne le voulait pas. Le deuxième grimpeur après Villela devant Atapuma, le grimpeur colombien de l'équipe Team Emirates, et Maxime Montfort, le belge de l'équipe Lotto Soudal. Dans l'ascension, il y a des lâchés, du coup il n'y a plus que 27 courants à l'avant et retour de Daniel Navarro de l'arrière. Après, malheureusement, on apprendra l'abandon de José Gonçalves qui avait chuté il y a 2 étapes, il me semble. Le Portugais de l'équipe Katusha Alpecin, c'est malheureusement un mauvais coup pour cette formation, déjà de perdre un coureur, mais en plus de perdre un coureur de cette qualité. José Gonçalves qui est quand même un coureur très solide, très bon rouleur, bon grimpeur, bon puncher, et puis qui peut également rouler très fort sur le plat, qui est pas mauvais en chrono. C'est vraiment une très mauvaise perte pour l'équipe Katusha Alpecin. Ensuite, il y a eu une crevaison de Pantano, mais vu sa forme, il parviendra à revenir. Le 3e grimpeur sera remporté par Darwin Atapuma devant David Villela et Maxime Montfort. Jungels et Montfort s'échappent en tête pour en gros un petit peu demander à Luis Leon Sanchez de se relever, car il foutait la pagaille dans cette échappée et aurait pu empêcher l'échappée d'aller au bout. Vous allez voir que l'échappée s'en sortira tout de même. Depuis le début de l'étape, la Sky met un très gros tempo, car à l'avant, Luis Leon Sanchez est dangereux pour le maillot rouge de Chris Froome. Et bien sûr, la formation britannique a envie de le garder. À l'inverse de la formation Movistar l'année dernière qui ne refusait pas de le perdre, car s'imposer le poids de la course sur 3 semaines, c'est quand même osé. Ensuite, nous avons Sergei Tchernecki, le coéquipier de Luis Leon Sanchez, qui a dû faire un gros boulot pour le coureur espagnol, et du coup il s'écarte le russe. Donc ensuite on aura l'attaque de Chevrier puis de Kamna, à chaque fois tout le monde répond. À 500 mètres du sommet, Jungels, Montfort et Navarro sont lâchés, Villela qui craque complètement. Pantano met un rythme de fou pour emmener Atapuma, même s'ils ne sont pas dans la même équipe. Ce sont quand même tous les 2 des Colombiens, donc ils s'entraident. Donc Atapuma arrivera à passer en tête devant Jarlinson, Pantano et Pavel Polianski. Dans la descente retour de Navarro, Montfort et Jungels, malheureusement Villela ne reviendra plus. Ensuite, dans le final de la course, il y a l'accélération des treks pour Alberto Contador, et pendant ce temps-là, à l'avant, Mas fait pareil que les treks, il accélère et il n'y a plus personne dans sa roue. Donc l'accélération des treks très très violente, Contador fait tout péter, avec Stetina notamment, et après il pourra compter sur le soutien de Jarlinson, Pantano à l'avant, Contador qui renaît de ses cendres vraiment sur cette course. Dans le groupe des favoris, il ne reste plus que Barguil, Van Garderen, Roche, Kelderman, Pouls, Froome, Nibali, Zakharine, Chavez et Betancourt. Oui, le surprenant Betancourt. Et bien sûr, Stetina et le Pistolero. Ensuite, nous assistons au démarrage de Contador qui fera encore plus tout péter. Il restera plus que Froome. Bien sûr, le leader britannique de la formation Sky, le leader en même temps de la Vuelta 2017. Carlos Betancourt, le puncher colombien qui a réussi à remporter Paris-Nice en 2014, TJ Van Garderen, bien sûr, 2 top 5 sur le Tour de France, et Esteban Chavez qui avait l'année dernière piqué à Contador son podium sur la Vuelta, sur la dernière étape de montagne.
Mais bon, on n'en est pas à l'année dernière. Ce dernier, d'ailleurs, Esteban Chavez, va lâcher quelques instants plus tard car Contador met une accélération très brutale à cause malheureusement d'une racine, d'un trou sur la route. On ne sait pas trop. Alberto Contador, apparemment, ce serait plutôt une racine sous le rythme d'Alberto Contador. Van Garderen, sûrement à la limite de lâcher et euh, fera une faute et tombera dans le trou ou butera sur la racine et donc fera également tomber Carlos Betancourt. Betancourt a plus de mal à repartir que Van Garderen, mais c'est quand même une mauvaise journée pour le leader américain. Ensuite, au même moment de la chute de Betancourt et Van Garderen, un petit peu plus haut, Daumont et Axel Daumont de la G2R mondiale et Jesper Hansen de la Astana Pro Team, malheureusement, chuteront également. Au sommet, le résultat est Mas, Martinski, Polianski et Pedrero. Donc, dans le groupe des favoris, il ne reste plus que Contador et Froome qui auront une quinzaine, vingtaine de secondes sur leurs poursuivants qui vont revenir après sur eux dans la descente. Derrière le groupe de tête, il y a Pedrero qui va se faire reprendre par Sanchez. Ils parviendront à revenir devant, mais quelques kilomètres plus tard, ils se referont lâcher. Pendant ce temps-là, dans le groupe Pantano Contador Froome, il y a le retour des 3 Sunweb. Kelderman, Barguil et Omen qui travaillera beaucoup pour ces deux leaders pour tenter de repousser le plus loin possible David de la Cruz et DJ Van Garderen. L'un s'est fait lécher à la pédale, l'autre surchute, mais bon, c'est pas la question. Ensuite, il y a également Nicolas Roche, Fabio Aru, Vincenzo Nibali, Jack Aigle, Ilnour Zakarin. Enfin, bien sûr, Jack Aigle, le coéquipier d'Adam Yates et Esteban Chavez, voilà, qui sont également dans ce groupe, mais malheureusement, Simon Yates est derrière. Donc les Sunweb après travaillent beaucoup en poursuite pour repousser le plus loin possible David de la Cruz qui n'a même pas de coéquipier, même si Henrik Mas à l'avant pourrait l'attendre, mais la formation Quick-Step a préféré conserver les chances de victoire pour Henrik Mas à l'avant, donc malheureusement pour le 7ème de la Vuelta l'année dernière, il doit se débrouiller tout seul. C'est moche pour lui, mais bon, c'est comme ça, c'est la tactique de la Quick-Step Floors. Donc après, il y aura une attaque à l'avant de Sanchez qui sera suivie par Polanc à 7 km de l'arrivée. Pendant ce temps-là, le résultat du sprint intermédiaire est assez anecdotique avec Polianski qui passe en tête devant Marcinski et Mas. Et puis dans le sprint final, Mas qui lance de loin, mais les deux autres Polonais le dépassent et Marcinski réussit à remporter la plus belle victoire de sa carrière sans aucun doute. Après, je peux vous dire que tout simplement Contador et Froome étaient les deux plus forts dans l'ascension finale et que peut-être que Contador retentera et peut-être qu'il arrivera cette fois à lâcher Froome avec une tactique d'équipe comme il avait fait en 2012. Sauf que cette fois, c'était pour lâcher Rodriguez et peut-être retourner la Vuelta. Donc, on peut penser que Contador va tout faire pour sa dernière course, à tout faire péter, quitte à tout perdre, pour réussir à renverser la Vuelta. Donc, le Pistolero est le seul à pouvoir faire ça. Et lui qui a retrouvé un petit peu ses jambes, et puis la défaillance d'Andorre, je pense qu'il pourra vraiment mettre énormément de spectacle pour les gens qui ont la chance de le regarder. Je vous conseille vraiment de regarder toutes les étapes car il peut mettre le feu à absolument toutes les étapes, comme il y a très peu d'étapes de sprint. Donc ensuite on va passer au résumé de l'étape. Donc Thomas Marcinski de la Lotto Soudal, le Polonais, arrive à s'imposer au sprint devant Paweł Polianski, l'autre Polonais, mais cette fois de la formation Bora-Hansgrohe, et Henrik Mas, le très jeune Espagnol de la Quick-Step Floors. Luis Leon Sanchez règle Jan Polanco au sprint, qui était sorti, il finit à 8 secondes. Et puis dans le groupe des favoris, à 26 secondes, Warren Barguil et Giovanni Visconti règle Christopher Froome. Pas mal quand même. Fabio Aru et Jack Aigle complètent le top 10. Ensuite, on passe à mon flop et à mon top du jour. Donc la Trek Segafredo d'Alberto Contador, parce qu'ils ont tout fait péter dans l'ascension et c'est quand même osé, alors qu'après il reste encore 35 km de plat. L'accélération après de Contador, également Betancourt qui avait réussi à suivre les meilleurs, malheureusement à cause de la chute de Van Garderen, il a été pris dedans. Malheureusement, je vous apprends ou pas, qu'il s'est cassé la malléole et donc il est contraint d'abandonner. C'est une triste nouvelle pour la formation
Movistar et son leader colombien. Mais bon, très belle quand même performance de Bettencourt qui revient quand même au plus haut niveau. Il nous remonte qu'il pourra sûrement être présent dans les années futures. Ensuite, mon gros flop, je tiens vraiment à le préciser, le gros n'est pas anecdotique. Domenico Pozzovivo et Romain Bardet. Enfin, je pense que Domenico Pozzovivo a attendu Romain Bardet, mais Romain Bardet a vraiment fait une performance médiocre, catastrophique pour son niveau normal. Il a perdu toute chance. Je pense qu'il est vraiment fatigué de son Tour de France, comme il avait montré en fin de tour. Il était complètement mort. Il aurait mieux fait de se garder comme Christopher Froome. Mais bon, c'est la première fois qu'il enchaîne de grands tours. Malheureusement, ce n'aura pas été une expérience payante. En étant chauvin, on espère qu'il réussira à gagner une étape ou plusieurs, pourquoi pas, comme l'a fait Warren Barguil en 2013. Pourquoi pas, voilà. Après, de toute façon, sa saison est réussie avec un podium sur le tour, même si c'est pour une seconde devant Landa. Ensuite, on passe aux interviews d'après-course. Donc, Thomas Marcinski, le vainqueur de l'étape du jour, nous a dit, je cite, c'est une émotion incroyable. Je venais ici avec l'envie de disputer une victoire d'étape. Je ne pensais pas que ça reviendrait aussi vite. Je suis très heureux. L'étape a été folle au début et à la fin avec beaucoup d'attaques et une échappée nombreuse. Ensuite, on a perdu du monde au fil des ascensions. On a monté le dernier col à très vive allure. On n'était plus que deux avec Henrik Mas, puis un troisième coureur nous a rejoint. Paweł Polianski, je me suis dit, je ne vais laisser aucune attaque partir sans moi. S'il me manque des forces, au final, tant pis. J'ai tout donné. Quand tu es dans l'échappée, il faut en profiter au maximum et ça c'est parfait. Ça s'est parfaitement déroulé pour moi. Donc je suis très heureux pour Thomas Marcinski qui remporte à 33 ans, donc c'est quand même, je pense, bientôt la fin de sa carrière, la plus belle victoire de sa carrière, donc c'est mérité. Au moins il aura ponctué sa carrière sur une magnifique victoire sur la Volta. Il pourra dire à ses proches ou à ses enfants ou à ses petits-enfants plus tard qu'il a remporté une étape sur la Volta et c'est quand même pas dégueulasse. Donc ensuite les autres coureurs, donc DJ Van Garderen, celui qui malheureusement a chuté une fois déjà dans le groupe Contador. Après il est revenu sur le groupe de poursuite avec David de la Cruz. Malheureusement il a eu une crevaison, il est revenu, et pas pour revenir, il a rechuté, il est revenu. C'est vraiment malheureux pour Van Garderen qui est malchanceux. J'espère que la poisse ne s'acharne pas sur lui car c'est un coureur que j'aime bien et qui j'espère pourra réussir une belle Volta vu ses jambes. Après, il faut espérer qu'il n'ait pas de journée sans car il en a souvent une voire deux sur les grands tours. Donc ensuite on peut dire, enfin je vais vous dire ce qu'il a dit. Donc il a dit je me sentais très bien, le rythme était très élevé donc j'étais à la limite, mais quand je me suis retourné j'ai vu la sélection s'opérer et j'étais à l'avant. Je pensais consolider ma position au général. La route était chaoteuse, j'ai dû en heurter quelque chose, ma main a glissé du guidon. Tout s'est passé très vite. Il faudrait que je regarde la vidéo pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais je ne veux pas voir cette vidéo, donc ça restera un mystère. Mon vélo est était abîmé. Une fois que j'ai pu en changer, je me suis dit maintenant il faut contrôler les dégâts. À vrai dire, rien ne se déroule parfaitement sur 3 semaines. Il s'agit de bien gérer les moments qui ne sont pas parfaits et de profiter des bonnes journées. Je pense que j'ai montré une bonne condition. Mes blessures sont mineures, les jambes vont bien, le moral est au beau fixe, on va continuer à avancer. Très bonne philosophie DJ Van Garderen, il verra jour après jour, il gérera en fonction des jambes qu'il a tous les jours. Ensuite on passe à l'interview de Pistolero qui a tout fait péter aujourd'hui. Donc Alberto Contador a dit n'importe quel coureur vous dira que l'étape du jour a été super exigeante, on n'a pas pu respirer une seconde, c'était une situation parfaite pour isoler les meilleurs coureurs. J'ai vu qu'il y avait du vent de face et je me suis dit si quelqu'un venait avec moi ce serait intéressant, je pensais qu'il y aurait plus de collaboration. Il y avait des équipes qui sortaient vraiment gagnantes de la situation et peut-être qu'elles regretteront un peu plus tard de ne pas en avoir profité. Sur une journée comme ça, tu peux créer des différences encore plus importantes que sur l'Angliru. Mais chacun défend ses propres intérêts. J'ai passé une bonne journée, je me fais plaisir. Je connais le coin, je me suis déjà entraîné ici. L'important c'est que nous avons vu une belle étape et il y en aura encore d'autres. Donc je vous présentais aujourd'hui, enfin je vous faisais un résumé aujourd'hui de l'étape 6 de la Volta, donc on se retrouve demain pour le résumé de l'étape 7 de la Volta. Et à la prochaine, c'était Volonas par Louis.